Alors, le sujet de ma vidéo aujourd'hui est la naissance du cinéma africain subsaharien. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est d'exposer les grandes lignes de l'histoire du commencement du cinéma en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne. Il y a deux catégories considérables qu'on va voir dans le long de l'histoire, le cinéma colonial et le vrai cinéma africain. Ce premier, lui, réalisé en Afrique par les colonisateurs européens, a commencé tout à fait environ 1900, presque à la naissance du cinéma lui-même, mais le dernier, le cinéma réalisé par des Africains derrière la caméra, est né plutôt en 1953, juste avant les grandes indépendances des années 1960, et a eu plus de défis à voir le jour. Même si le vrai cinéma africain est surtout celui qu'on veut parler, il ne faut pas oublier un élément de l'histoire qui est toujours essentiel, et ça, c'est le contexte. C'est bien évident qu'il soit impossible de parler de l'histoire africaine moderne sans mentionner la colonisation de l'Afrique par les empires européens. Au jour de la naissance du cinéma, l'Afrique était divisée entre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre et bien la France, qui l'ont balkanisée dans des colonies arbitraires. Les chefs colonisateurs ont contrôlé les moyens de la production économique et ils ont prévenu dans la plupart, à l'époque, l'opportunité pour les Africains de poursuivre des occupations comme le cinéma. Mais les colonisateurs eux-mêmes, oui, ils peuvent faire du cinéma. Chez eux, l'Afrique, c'était un arrière-plan exotique de leur désir du dépaysement. Alors, quelques explorateurs courageux, ou c'est ce qu'ils étaient dans leur tête, ont filmé des scènes du paysage et des Africains pendant la vie quotidienne, bien comme ils étaient des animaux. L'Afrique et ses habitants ont hypnotisé les audiences européennes avec sa sorcellerie sauvage et son danger palpitant, tandis que les colonisateurs tentent d'enlever toute cette sauvagerie avec sa mission civilisatrice. Les Français en particulier se sont occupés de présenter le faux semblant d'appeler les Africains sous leur empire ses frères. Mais c'est évident que leur condescendance montre que l'Africain n'était jamais considéré comme égal au blanc. Seulement l'Africain assimilé était donné du maigre respect, et tout le reste était regardé comme barbare ou servile. Le regard français sur l'Africain est bien résumé par les images montrées dans les publicités du mélange petit déjeuner au chocolat Banania. Là, des Africains étaient représentés avec de grands sourires à lèvres dessinés exagérément, tout à l'air d'un grand enfant. Ce sont bien des images de rire. Toutefois, la réalité des actions des colonisateurs, de leurs pensées coloniales qu'ils ont disséminées, n'était que la violence, soit-il subtile ou bien ouverte. Les films propagandistes des colonisateurs avec ce regard raciste ont constitué la grande plupart des films réalisés en Afrique par les Européens, mais il y avait bien quelques rares exceptions. Plusieurs scolaires sont d'avis qu'une partie des films ethnologues français, même s'ils ne sont pas créés avec la participation des Africains dans la production, sont moins malfaisants que plein d'autres films à l'époque. D'après l'œuvre de Félix Louis Regnault, qui a commencé de filmer en Afrique pendant les années 1890, leur regard avait, selon quelques critiques actuelles, plus de respect et moins de stéréotypes, même si beaucoup de critiques africains le voient aussi comme un regard qui place l'Africain dans la position de l'autre. Jean Rouch, celui-ci dans la photo à gauche, était le réalisateur le plus célèbre des cinéastes ethnologues, juste avant la grande vague des indépendances africaines. Un des réalisateurs regardé comme ayant plus de respect pour ce sujet, en fait, il a formé des amitiés avec quelques Africains occidentaux lui-même, et a tenté avec son œuvre de commencer une critique du colonialisme.
Ces techniques filmiques ont influencé beaucoup de contemporains et de successeurs qui veulent réaliser des films en Afrique, soit les Européens, soit les Africains eux-mêmes. En utilisant la caméra participant, c'est-à-dire le ciné-trans, il a placé l'audience et bien lui-même pendant le tournage, dans le milieu de la communauté. Il a aussi créé le genre d'ethnofiction ou du cinéma vérité, qui était le résultat de recherches extensives d'un processus de collaboration avec des membres de la communauté elle-même, comme Umaru Ganda, principal acteur dans le film de Rouge, Moi, un noir, de 1957. Ganda a eu une bonne carrière dans le cinéma lui-même après être collaborateur avec Rouge. Mais Jean Rouge n'était pas aimé par tous les critiques. Plusieurs cinéastes africains ont dit que Rouge voit ces sujets comme des insectes. Chez eux, Rouge s'est éloigné trop des événements avant sa caméra. Il les a étudiés comme scientifiques paternalistes, critique européen Gaston Oestrait a dit. Il a montré aussi quelques scènes choquantes qui, selon plusieurs Africains, ont contribué au stéréotype de la sauvagerie de l'Afrique. Ce dernier étant une critique en particulier dans son film Les Maîtres Fous de 1954, où la culte Oka participe dans des rituels qui sont considérés comme extrêmes. Mais Jean Rouge avait remarqué lui-même dans sa note accompagnante que ces rituels, en réalité, impliquaient une forme de critique des maîtres coloniaux par les participants, un fait qui complique le narratif que le film avançait une arrière-pensée tout à fait coloniale. En plus des films de Jean Rouge, un autre film important réalisé par des Européens à l'époque a avancé aussi l'argument anticolonialiste. La maison d'édition parisienne Présence africaine, une institution qui inclut les Africains dans sa direction, a commandé un film de Chris Marker et Alain Resnais. Réalisé en 1953, ce film est devenu Les statues meurent aussi, un documentaire sur le sujet d'enlèvement par les colonisateurs de l'art africain de son pays et de son contexte original. Le film critique l'habitude européenne de voler des statues africaines et de les placer dans des musées en Europe, sans compensation ou considération pour les pays originaires d'où vient l'art. À cause du contexte de l'époque dont la pression monte sur les colonisateurs tandis que les Africains cherchent leur indépendance, le film était censuré par les autorités françaises pendant 10 ans. Jean-René Debry était aussi un Français qui était important au développement du cinéma en Afrique. Comme directeur du bureau du cinéma en France au ministère de la Coopération, un rôle qu'il a commencé en 1963. Après la plupart des indépendances africaines, il s'est intéressé à conduire la création d'une industrie du cinéma en Afrique. Selon lui, le cinéma serait la meilleure méthode pour que l'Afrique puisse reprendre sa propre identité culturelle. Il voit dans son cinéma une magie que les cinémas de l'Ouest manquent, une attitude qui est critiquée par certains cinéastes africains comme paternalistes. Néanmoins, Debry s'est établi comme le chef de la production du cinéma africain. Son bureau a contribué des fonds à la production et a aidé la formation des cinéastes avec ses centres culturels établis dans les pays qui sont des anciennes colonies de la France. Donc, le cinéma africain est même aujourd'hui sous l'œil de son ancien colonisateur. Le cinéma vraiment africain, réalisé par les Africains, est né lentement avec une poignée de courts-métrages. Le premier, La file de Carthage, est réalisé en 1924 par le Tunisien Chemama Chikli. Quelques films égyptiens et algériens étaient créés dans les années suivantes, avec un de Madagascar et un autre de Guinée, mais la plupart des historiens du cinéma africain comptent l'avènement d'Afrique sur scène, réalisé en 1955, comme le vrai commencement du cinéma africain. Le groupe africain de cinéma,
composé des Sénégalais avec Paulin Vira et Mamadou Sarr comme chef, a tourné le film à Paris à cause des règles coloniales qui ont empêché la production des films par des Africains en Afrique. Mais ils affirment dans le voix off du film, pendant qu'ils filment la vie quotidienne de quelques personnages africains à Paris, qu'on pourrait trouver l'Afrique même en France. Alors, si on adopte cette perspective, on peut dire que, d'une certaine façon, ils ont réussi à filmer en Afrique après tout. Cet sentiment informe le jeu de mots dans le titre. Le fleuve Seine devient à l'oral le mot Seine. Donc, l'Afrique dans leur film est présente du bord de la Seine et l'Afrique est aussi, pour presque la première fois, sur scène, sur le grand écran. Après les indépendances des pays africains, les cinéastes de la jeune industrie indigène du cinéma africain ont voulu s'organiser pour aider son émergence. Cet désir est devenu en 1970 la FEPACI, ou la Fédération panafricaine des cinéastes. D'après ses fondateurs, dont quelques étaient Ousmane Sembène, célébré comme le père du cinéma africain, Paulin Vira, lui-même le père de la critique filmique africaine, Suleiman Cissé du Mali et Med Ondo de la Mauritanie, la FEPACI était créée pour soutenir le développement d'un cinéma militant qui célèbre les cultures africaines et qui lutte contre l'impérialisme. Dans la charte d'Alger, adoptée en 1975, ils insistent qu'avec ce cinéma, ils veulent précipiter une prise de conscience du public et de les éduquer. Pour réaliser ce bout, ils ont tenté de se rapprocher au gouvernement africain pour du soutien pour reprendre les marchés domestiques du cinéma et de circuler les films africains au lieu des films étrangers projetés par les grandes entreprises françaises qui dominent le marché, la Comesico et le SECMA. Ce n'était pas un objectif facile à saisir à cause de la grande puissance de ses intérêts étrangers et de l'indifférence des gouvernements africains. Alors, la FEPACI lutte aujourd'hui pour bien la même chose. L'attitude des anciens membres de la FEPACI vers le type du cinéma qu'ils veulent soutenir était d'abord limitée avec les films d'auteur, mais après l'échec de la stratégie de la FEPACI pendant les années suivantes, la FEPACI a dû changer un peu. Dans le manifeste de Niamey de 1982, les cinéastes ont incorporé le cinéma commercial dans leur soutien. Parce que faire des films qui gagnent de l'argent du marché, cela peut financer d'autres films comme le cinéma d'auteur. Les organisations françaises sont depuis longtemps la source des fonds la plus proéminente dans le réseau du cinéma africain. Le Bureau du cinéma au ministère de la Coopération a dirigé des fonds comme partie de ces centres culturels. Le secrétariat d'État à la coopération a distribué des fonds aussi. L'Organisation internationale de la francophonie a aussi contribué quand elle a établi ses fonds francophones de production audiovisuelle du Sud en 1988. Immédiatement après les indépendances, quelques productions étaient aussi sous l'œil des gouvernements africains locaux, qui soutiennent dans la plupart des journaux de télévision et des films éducatifs et des festivals dans le cas des Burkinabés. Ces derniers étaient un espace pour le métrage et films de fiction. Toutes les deux options ne sont pas parfaites, cependant, parce que les Français et les gouvernements africains sont au risque de la censure. Autrement, chez Afrique, il y a quelques petits patrons qui peuvent investir dans des films commerciaux, mais sans l'aide des grandes organisations, c'est encore difficile à réaliser des films. On est toujours dans le processus d'échappement du sous-voile des Français, n'est-ce pas? L'accès du fonds, des écoles et d'équipements est une chose de grande importance. En train de construire une infrastructure de cinéma africain est un marché tout à fait local. Mais en Afrique, c'est bien compliqué.
tout au long de l'histoire du cinéma africain, on voit que plusieurs défis sont liés à la structure économique installée par les colonisateurs sur les pays africains. L'Afrique, sous les empires coloniaux, était une économie extractive qui a exigé la production dans les colonies, la production monoculture, c'est-à-dire. À cause de cette disruption des économies indigènes des pays africains, et en particulier les pays africains noirs, sont sous-développés. Et puis la corruption des gouvernements africains et l'exploitation quasi-impérialiste à nouveau des étrangers ont déchiré beaucoup de la capacité des économies africaines. Pour avoir de l'indépendance vraie du cinéma africain, il faut avoir la capacité de contrôler la distribution et l'exploitation des films. Mais l'exploitation des films était dominée dès la période coloniale par la Comesico et la SECMA, deux entreprises françaises qui possédaient la plupart du marché de distribution des films dans les pays francophones. Quelques marchands syriens et libanais contrôlaient le reste. Les Américains ont fait plus tard des tentatives de conquérir le marché aussi. Les films distribués par ces sociétés de l'étranger étaient dans la plupart des films de série B. C'est pourquoi ils étaient si bon marché. Malgré qu'il y avait aussi des films africains distribués par ces sociétés, elles les avaient achetés en prenant tous les droits des films. Un fait désastre pour les revenus des réalisateurs de ces films. Il y avait des tentations africaines de former des sociétés remplaçantes comme le CIDC, Cyprofilm et le Sonovoci, mais aucune tentative africaine n'a vraiment duré. Prendre contrôle des marchés, cela exige qu'on ait de soutien économique et aussi politique, quelque chose qui était difficile de maintenir pour des gouvernements africains qui avaient toujours d'autres priorités. Il faut avoir aussi l'accès à la formation pour devenir vraiment indépendant, en particulier des maisons productrices de la France. Ça veut dire qu'il faut avoir des techniciens africains compétents. D'abord, il y avait un manque d'écoles africaines qui faisaient apprendre l'art du cinéma pendant le XXe siècle avec des cours en français, avant que Baba Ama, officiel de FESPACO, ait exprimé son alarme. Après le commencement du XXIe siècle, plusieurs écoles techniques du cinéma se sont installées, notamment au Maroc, au Bénin et à Ouagadougou. Il y a maintenant des cours de formation pour des professionnels actuellement travaillant aussi. Alors, selon moi, le manifeste de Niamey avait peut-être raison. S'il n'y a pas de marché local, le cinéma africain ne peut jamais être un entreprendre autosuffisant. On peut soutenir l'industrie du cinéma entière avec les films commerciaux et on peut reprendre des moyens économiques, indépendants des gouvernements africains et des influences étrangères peu à peu. Le Nollywood est un bon exemple. Faire des publicités pour des films locaux et utiliser de bouche à l'oreille, créer une culture courante du cinéma local, cela peut construire une audience pour des films populaires. Et puis, avec l'argent gagné, on peut construire de l'infrastructure essentielle pour le cinéma en général. Mais il faut avoir de bonnes structures et d'organisation en place pour que les moyens soient partagés avec des réalisateurs si c'est le cas. C'est pourquoi mon autre conseil est de continuer sur le train des idées déjà présentées dans la communauté filmique. Faire des organisations panafricaines, établir et maintenir des écoles de la formation et maintenir de la pression sur les gouvernements africains pour gagner leur soutien, ce sont toutes des bonnes idées. Il faut simplement aller plus loin dans cette direction. De plus, je ne crois pas qu'il faut avoir honte d'utiliser les ressources françaises pour gagner du soutien financier et pour la formation d'abord. Dès qu'on aura du succès, on pourrait transmettre de l'expertise et des ressources gagnées en France aux organisations africaines. Mais surtout moi, je ne suis pas cinéaste africaine, alors moi, je ne présume pas que je peux diriger la direction de tout le cinéma africain d'une meilleure manière que les cinéastes africains eux-mêmes.
Alors voici finalement une chronique des événements pertinents de ma topic. Je vais laisser ces dates-là pour vous pour que vous puissiez gagner un meilleur sens du chemin de l'histoire. Posez la vidéo si vous voulez. Ensuite, voilà mes sources. Alors, merci.